Elle se réveillait dans des draps imprégnés d'une odeur de sang. Le premier gémissement fut entendu dans l'aile est, entre la troisième et la quatrième ronde de la garde de nuit. La garde du palais ne l'entendit pas. À cette heure-là, personne n'était autorisé à pénétrer dans les appartements privés de la comtesse de Saint-Martin. 2 jours auparavant, elle avait renvoyé ses servantes, refusé ses soins habituels et ordonné que sa porte soit fermée à clé de l'intérieur. On disait qu'elle avait de la fièvre, on disait qu'elle priait pour obtenir le pardon. Personne ne savait exactement, mais une chose était claire pour tout le monde. Le corps du royaume, comme on l'appelait dans toutes les chroniques depuis plus de 20 ans, commençait à mourir. Les serviteurs autorisés à nettoyer l'aile est-on déclaré plus tard au conseil. Ça sentait bizarre, comme du tissu en décomposition dans une église après l'hiver. Les fenêtres ne s'ouvraient pas, les volets étaient fermés, et la pièce où se trouvaient autrefois des miroirs était désormais recouverte de laine grossière. C'était le début de la fin. Selon le rapport du pharmacien Clément, le 14 du mois de Sainte-Agathe, elle demanda de l'eau chaude, repoussa le verre de décoction et, pour la première fois depuis de nombreuses années, s'écria « Ne me touche pas, je pourris ». Jusqu'alors, personne n'avait vu à quel point elle souffrait. Elle apparaissait vêtue de rouge, les épaules nues, les bras fins que l'on qualifiait de plus grands cadeaux de la France. À présent, elle avait des cernes sous les yeux, une odeur de fer et un liquide épais qui imprégnait ses draps. Les premiers signes de la maladie étaient apparus dès l'automne. Faiblesse, convulsions, douleurs dans le bas-ventre. Les médecins parlaient d'une maladie féminine. Le conseil insista pour que son favori, le marquis de Landry, soit éloigné de ses appartements afin d'éviter les ragots. À l'époque, personne ne prononçait encore le mot cancer. On le remplaçait par des expressions telles que pourriture interne ou putréfaction du sang. Les rumeurs d'une honte vénérienne se répandaient plus vite que les communiqués officiels. Ses serviteurs gardaient le silence. Certains disparaissaient. Sur ordre de la reine-mère, on commença à lui envoyer dans ses appartements de l'opium en infusion, du vin et des pommades à base de graisse de marmotte. On fit venir un prêtre. On le laissa entrer une seule fois. Il ressortit sans rien dire et ne revint pas. Sa lettre à l'évêque de Rouen ne contenait qu'une seule ligne. Si sa chair est encore vivante, ce n'est pas la miséricorde de Dieu, mais une malédiction. Le silence régnait dans le palais. Les courtisans évitaient l'aile est. On n'y apportait plus de nourriture. Les serviteurs laissaient les plats sur le rebord de la fenêtre. Parfois, selon certains témoignages, ils restaient intacts. Le rapport officiel du médecin traitant de la comtesse, signé par le docteur Étienne Savard, a été conservé dans les archives de Troyes. Son état s'aggrave. On note des sécrétions malodorantes provenant du vagin qui imprègnent les sous-vêtements et les draps. La peau est pâle, couverte de taches, la température reste à 40 degrés. On note des douleurs dans le bas du dos, un gonflement de l'aine, une perte d'appétit, de l'irritabilité. Le troisième jour, selon le témoignage d'une servante nommée Héloïse, lors du changement des draps, la peau de l'intérieur des cuisses est restée collée au tissu. Héloïse s'est évanouie et n'a plus osé s'approcher d'elle. Après cela, le corps de la comtesse n'a plus été touché. Les draps ont simplement été remplacés, les nouveaux étant glissés sous les anciens. Personne n'entendait sa voix.
Lorsque l'odeur se répandit au-delà de l'aile, le conseil royal ordonna d'apporter des encensoirs et de brûler du genévrier. La puanteur ne disparaissait pas. Selon le capitaine de la garde, l'un des portiers, en passant devant la chambre, perdit connaissance et se cogna la tête contre la balustrade. Il mourut dans la nuit. Entre-temps, des lettres provenant de la province signalaient que la noblesse était mécontente du silence de la cour royale. Les rumeurs parvinrent jusqu'à l'évêque de Lyon, qui déclara en privé: Si celle que l'on appelait le corps de la nation meurt dans la pourriture et la peur, c'est que Dieu a détourné son regard de la France. Le 7e jour, la comtesse ouvrit les yeux. Cela fut confirmé par le pharmacien appelé sur ordre de la mère du roi. Il entra, la vie allongée, la bouche entr'ouverte, et, selon ses propres mots, ses yeux regardaient, mais ne voyaient pas, comme si elle ne voyait pas nous, mais quelqu'un derrière nous. Il approcha un linge humide de son front. En réponse, elle poussa un gémissement profond, comme s'il venait du ventre. Le linge noircit. Cette nuit-là, le médecin Savard fit la seule note manuscrite qu'il marqua personnelle. Elle fut conservée dans un coffret scellé. Contenu: la région de l'aine est noircie. Au toucher, du sang mélangé à du pus s'écoule. La température n'est pas mesurable, le corps est brûlant au toucher, le pouls est faible, la peau du ventre se détache, les glandes mammaires sont enflées, la peau est craquelée, un liquide jaunâtre à l'odeur putride s'écoule. Cela n'a été rapporté à aucun membre du conseil. Le 10e jour, l'aile a été mise sous scellé. Seuls 2 serviteurs, à qui l'on avait ordonné de ne pas parler, y avaient accès. L'un d'eux a disparu. Le second a écrit plus tard. Elle parle à quelqu'un. La nuit, elle murmure. Parfois, elle rit. Parfois, elle appelle les morts. Ces témoignages ne furent versés au dossier qu'un demi-siècle plus tard. Lorsque l'archevêque entra dans la chambre, il se couvrit le visage avec sa manche. Il ne s'approcha pas, mais après être sorti, il déclara que le corps n'était plus de ce monde. Il ne la bénit pas et ne laissa aucune prière. Les premiers signes de décomposition interne étaient évidents: une odeur, du pus, des taches sur le sol. Mais le signe le plus effrayant est apparu plus tard. Du sang a commencé à suinter à travers la chemise, pas à un seul endroit, mais partout, à travers la poitrine, les cuisses, même le cou. On l'appelait la soyeuse, mais maintenant, la soie avait noirci, s'était alourdie et sentait la terre humide. Les gens autour d'elle disaient qu'elle ne mourrait pas comme une femme, mais comme une malédiction. Au matin du 5e jour, tout le bâtiment sud du palais était fermé. Des gardes se tenaient devant les paravents de soie qui masquaient l'entrée, ne laissant même pas passer le cuisinier avec la décoction. À l'intérieur, derrière les épais rideaux, l'odeur n'était plus celle de la douleur, mais celle de la décomposition. Le sang ne coulait plus, mais un liquide jaune s'accumulait dans les creux de son corps, et la soie de sa chemise de nuit, qui caressait autrefois ses cuisses, collait à sa peau, laissant des taches couleur argile. La comtesse ne prononçait pas un mot. De temps à autre, un râle sec, semblable au grincement d'une pierre sur du verre, s'échappait de sa gorge. Le médecin de la cour, Clément, nota: sa gorge semble se frotter de l'intérieur. Le 6e jour, une toux apparut. La première crachat était rose. Puis des filaments de sang coulèrent de sa bouche jusqu'à son menton. Les serviteurs refusaient de toucher les draps. L'une des femmes dit avoir vu quelque chose de blanc bouger dans le pli entre les jambes de la comtesse. Elle fut renvoyée,
Mais l'odeur ne quitta pas les appartements. Le 7e jour, on appela un deuxième médecin, un vieux chirurgien du nom d'Honoré Duval. Il arriva avec 2 apprentis et refusa d'entrer avant l'arrivée de l'évêque. Selon lui, la chair d'une femme, si elle a été souillée, ne doit pas être examinée sans l'autorisation de l'Église. Mais il fallut attendre jusqu'au soir. L'évêque arriva après la prière, brûla de l'encens et autorisa l'examen du corps sans atteinte. L'examen commença au coucher du soleil. Les serviteurs tenaient des lampes à bout de bras, s'efforçant de ne pas respirer. La comtesse ne bougeait pas. Elle était allongée dans la même position que lorsqu'on l'avait trouvée 3 jours auparavant. Les bras le long du corps, les jambes repliées, le visage impassible. Lorsque les médecins soulevèrent le bord inférieur du drap, tout le monde se figea. Il n'y avait plus de peau rose dans l'aine. On voyait une surface sombre, presque grise, couverte de plaies et de cloques. Lorsqu'ils ont tenté de nettoyer délicatement la zone avec une infusion de lavande, la peau s'est déchirée. Le rapport rédigé par Honoré indiquait « Entre les cuisses, on observe un tissu présentant des signes de nécrose interne. Le ganglion lymphatique gauche est hypertrophié et atteint la taille d'une noix. Un liquide visqueux, jaune et nauséabond s'écoule de l'égratignure. Les tissus musculaires se détachent au moindre contact. » Tout cela fut lu à haute voix, porte close, en présence du héros et du confesseur. Ce dernier déclara « Le Seigneur met son corps à l'épreuve pour révéler son âme. » Personne ne répondit. Au matin du 8e jour, les cheveux de la comtesse commencèrent à tomber. Ils restaient sur l'oreiller, emmêlés en touffes humides. Le cuir chevelu rougit, puis se couvrit de petites écailles, comme celles des poissons. Lorsque la dame d'honneur tenta de la coiffer, le peigne s'enfonça dans la chair au niveau de la tempe. La jeune fille poussa un cri et s'évanouit. On l'emmena et on ne la laissa plus revenir. Clément proposa de cautériser les foyers d'inflammation avec un fer chaud. Mais la mère de la comtesse refusa. Elle ordonna d'envelopper le corps de sa fille dans des bandages imbibés de vin et de fumiger la chambre toutes les heures. Mais cela ne servit à rien. Au contraire, après chaque fumigation, des insectes noirs commençaient à ramper sur les murs. « Ils sont attirés par l'odeur », dit l'un des serviteurs. On le retrouva ensuite étranglé dans la buanderie. Le 9e jour, une masse blanc-grisâtre commença à suinter des mamelons de la comtesse. Le domestique qui nettoyait les bandages souillés dit avoir vu un ver. Il ne dormit plus et demanda une chambre séparée, loin des appartements. 2 jours plus tard, il disparut. Le 10e jour s'écoula dans le silence. La comtesse ne bougeait pas. Mais à midi, elle rouvrit la bouche. Elle ne parlait pas. Un son semblable à un gémissement s'échappa de sa gorge et elle se mit à vomir. Ce qu'elle vomissait ne contenait pas de nourriture, seulement du sang, du mucus et quelque chose de dense, agglutiné comme du foie. Le médecin nota probablement une nécrose des tissus de l'estomac. Il n'osa pas ouvrir le corps, qui respirait encore. Mais la respiration était différente, tantôt faible, tantôt profonde et gutturale. Sa bouche sentait la mort. L'un des gardes qui surveillaient les appartements rapporta plus tard avoir entendu des chuchotements pendant la nuit, comme si quelqu'un priait dans un coin, puis se mettait à pleurer. Mais il n'y avait personne dans la pièce. Le 11e jour, l'évêque refusa d'entrer. Il envoya un mot. « Je sens la mort, mais je ne vois pas l'âme. » Ces paroles furent discutées toute la nuit.
Finalement, il fut décidé d'appeler l'abbé Pierre, celui-là même qui avait refusé d'enterrer les hérétiques. Il entra le lendemain matin, resta près du lit pendant une demi-heure, puis sortit, ferma la porte derrière lui et dit « Son corps ne lui appartient plus, et il ne nous appartient pas non plus. » Au 12e jour, l'odeur s'était propagée au-delà de l'aile sud. Les femmes de chambre se plaignaient de maux de tête et le cuisinier qui avait servi le repas dans les appartements voisins s'était évanoui. Le corps de la comtesse ne réagissait plus au toucher. Lorsqu'on tenta de changer les draps, l'une des servantes poussa un cri. Entre les omoplates, la peau avait collé au tissu et y était restée comme une pellicule de parchemin brûlé. Dès lors, on cessa de changer les draps. À la place, on suspendit au-dessus du corps des sacs remplis de tanaisie et de santal, et on plaça sous le lit un bassin rempli de vinaigre et de cristaux de sel. Les serviteurs parlaient de monstres. L'un d'eux affirma avoir vu des larves blanchâtres ramper sur le corps. On le fit sortir du palais à l'aube. Le lendemain, il mourut dans sa maison, étouffé. La cause officielle fut une crise cardiaque. Mais dans un rapport adressé au duc de Narbonne par le chancelier Étienne, on pouvait lire « La mort est survenue dans les 6 heures qui ont suivi l'entrée dans les appartements infectés. Des traces de mucus gris ont été trouvées dans ses poumons. » Cette lettre fut retirée des archives 1 an plus tard. La peau de la comtesse changea de couleur. Son ventre noircit comme une bougie consumée. Sa poitrine se couvrit d'ulcères en relief et un abcès de la taille d'une paume s'ouvrit à l'intérieur de sa cuisse. Clément et Honoré jurèrent de ne pas ouvrir le corps avant sa mort, mais ils savaient que la décomposition avait commencé de son vivant. Ils enduisirent les zones touchées d'un onguent à base de térébenthine, d'argile et de miel. En vain. Le lendemain, un ganglion lymphatique de la taille d'un poing apparut sur l'épaule de la comtesse. Il éclata sous le bandage, laissant une tache de sang sur le mur derrière la tête de lit. Le 13e jour, la porte de la galerie se brisa. La serrure était rouillée. Lorsqu'on tenta de la réparer, un scarabée sortit de la fente. Le prêtre qui se tenait à côté recula et dit « C'est un signe ». On lui ordonna de se taire. Le soir même, l'une des religieuses envoyées pour la garde de nuit déclara avoir entendu une respiration, mais n'avoir vu aucun corps. Elle disparut sans emporter ni bougie ni clé. 2 jours plus tard, on la retrouva dans la sacristie, pendue, les doigts carbonisés. Elle avait laissé un bout de papier. Elle n'est pas partie, elle est restée à l'intérieur. Le 14e jour fut décisif. Le sang recommença à couler, cette fois des oreilles. Le visage de la comtesse était enflé, ses narines dilatées et sa langue gonflée et craquelée. Le docteur Honoré constata « Elle respire encore, mais l'odeur putride s'est intensifiée. La peau se décompose. Au toucher, le doigt s'enfonce dans la chair. Le ventre est comme celui d'un cadavre. » Mais elle était vivante. Elle respirait, d'une voix rauque, saccadée, avec un ronflement. Un domestique nommé Jules, posté à la porte, raconta plus tard avoir vu un liquide sombre, huileux et coagulé s'écouler lentement sur le drap. Il imprégna le tissu et atteignit le plancher en bois. De la vapeur commença à s'élever du sol. Il était brûlé. Il fallut retirer les planches. Lorsque les charpentiers ouvrirent le cercueil, ils découvrirent sous les planches une substance visqueuse et des vers blancs. Le 15e jour fut le plus terrible. Un ancien chirurgien embaumeur de Rouen, invité par la duchesse, entra dans la chambre.
Il ne toucha pas le corps. Il se contenta de dire « Ce n'est pas la mort, c'est le rejet ». Ces paroles furent consignées dans la chronique du couvent Sainte-Claire. Le soir même, on tenta d'asperger la comtesse d'eau bénite. Le liquide coula sur sa poitrine et noircit immédiatement. Une odeur de brûlé se dégagea. L'un des novices perdit la vue. La peau de son ventre se gonfla. Le serviteur qui changea le bandage vit quelque chose bouger sous le tissu. Non pas une respiration, mais comme si quelque chose poussait de l'intérieur vers l'extérieur. Une substance visqueuse, de couleur gris-jaune avec des taches noires, s'écoula de la plaie. Clément refusa de la décrire. Il écrivit simplement « contenu incompatible avec la vie ». Le 16e jour, la mère de la comtesse tenta d'entrer. On la refoula. Elle resta debout devant la porte, le front appuyé contre le battant, et dit « Si elle est encore là, qu'elle sache que je lui ai pardonné. » Il n'y eut pas un mot en réponse. Tard dans la soirée, le corps se mit à gémir. Pas à parler, mais à gémir longuement, d'une voix rauque, comme si l'air s'échappait du plus profond de ses poumons. Tout le monde l'entendait. Le domestique s'évanouit. L'abbé se mit à réciter des prières. L'une des religieuses s'enfuit par l'arrière. Le lendemain matin, le ruban sur la porte était noirci et s'effritait. Tous les tissus de la pièce avaient noirci. On commença à recouvrir les chambres de plaques de fer pour retenir l'odeur. Le 17e jour, après la première hémorragie, il ne restait plus personne dans les chambres, à l'exception d'un moine de l'ordre des silencieux. Il s'appelait Benoît. Il était muet, c'est pourquoi ceux qui n'avaient pas encore fui l'avaient choisi. On lui avait simplement ordonné de s'asseoir près de la porte et de faire signe si quelque chose changeait. On avait accroché une clochette à sa ceinture. Le 18e jour, lorsqu'il sonna, 2 hommes masqués entrèrent dans la chambre. L'un d'eux écrivit plus tard « Nous l'avons trouvée couchée sur le côté. Tout était noir sous elle. Elle respirait, mais sa peau était comme de la cire séchée. Le sang coulait à nouveau, cette fois par le nombril. Il s'écoulait quelque chose qui ressemblait à de la résine pourrie. Près du nombril, des plaies vésiculeuses s'étaient formées, d'où sortaient des larves. Le 19e jour, l'os de la jambe était à nu. La peau s'était simplement détachée. Les os ont commencé à jaunir et à se fissurer. L'un des médecins, qui la voyait pour la première fois dans cet état, a refusé d'entrer une 2e fois. Il a dit « Ce n'est pas un être humain, c'est un récipient destiné au châtiment. » Des disputes éclatèrent au sein du conseil du palais. Certains insistaient pour amputer les membres afin d'arrêter la putréfaction. D'autres proposaient de brûler le corps tant qu'il respirait encore en sacrifice pour les péchés de la famille. Mais la duchesse s'y opposa. Elle ordonna « Si elle meurt, ce sera en tant que fille de la maison, sans flamme, sans cri. » Ces mots furent consignés dans le rapport du notaire Émile. 2 jours plus tard, il disparut. Le 20e jour, la pièce était sombre, même en plein jour. Les fenêtres étaient condamnées. Les murs étaient recouverts de chiffons imbibés de vinaigre. Sur le sol se trouvaient des coupes remplies de sel et de cuivre. La comtesse ne bougeait plus. Seuls ses yeux, troubles, presque blancs, clignaient parfois. Lorsqu'une des religieuses se pencha vers elle, elle entendit un murmure rauque. « Ils sont tous à l'intérieur. » Elle ne dit plus rien. La nuit, la pièce devint humide. De la condensation apparut dans les coins. Le plafond commença à goutter. Les bougies ne s'allumaient pas. Les mèches s'éteignaient immédiatement.
Ceux qui restaient commencèrent à noter les derniers symptômes. Dans le rapport de Clément, entre les jambes, une plaie d'où s'écoule un liquide incolore qui sent la mort. Au toucher, pulsation. Le corps est froid, mais de la vapeur s'échappe des plaies. Le 22e jour, quelque chose de visqueux est sorti des oreilles de la comtesse. Un domestique a dit « Elle n'entend plus », mais son visage exprimait toujours la douleur. Tard dans la soirée, la peau de son ventre a éclaté. Le médecin a regardé dans la plaie qui s'était formée et a immédiatement reculé. Il a déclaré qu'il n'y avait plus aucun organe intact à l'intérieur, tout était réduit en bouillie. Cela a été consigné dans le rapport interne du monastère, mais ensuite effacé. Le 24e jour, l'un des moines les plus âgés, Frédéric, a exigé que le corps soit ouvert pour mettre fin à ses souffrances. Il a été renvoyé. Il a disparu la nuit même. Le matin, on a trouvé des larves sous son lit. Le 26e jour, de nouvelles sécrétions ont commencé. Elles s'écoulaient à travers les couvertures, imprégnaient la paille et laissaient des traces huileuses. Les moines qui enterraient les défunts disaient que même les morts étaient plus faciles à transporter. La chair de la comtesse commença à se désagréger, non pas à pourrir, mais à s'effriter comme de la farine. Ses cheveux tombaient par touffes, sa peau se craquait comme du parchemin brûlé, mais elle respirait encore, à peine audible, presque inhumaine. Au 31e jour, du pus s'écoula de sa poitrine. Sa température corporelle était d'environ 30 degrés. Le serviteur décrivit « Les mamelons sont noircis. Une odeur de lait caillé et de chair morte se dégage. Il y a un trou sous la poitrine. » Ce rapport a été détruit, mais il est resté dans une lettre envoyée à l'abbaye de Saint-Vitus. On y lit « Elle se décompose, mais elle ne meurt pas. » Le même jour, une commission secrète a été convoquée. Elle était composée de 2 prêtres, d'un frère muet, de 3 médecins et d'un notaire. Ils ont procédé à un examen. Aucun d'entre eux n'a survécu jusqu'au matin. L'un est mort de fièvre. Le deuxième est devenu aveugle. Le troisième s'est jeté par la fenêtre. Les notes qu'ils ont prises ont été brûlées. Il ne restait qu'un bout de papier avec l'inscription. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Elle n'est pas seule. Le 38e jour, elle fut enterrée. Officiellement, sans corps. On mit dans le cercueil des sacs de sel, des pierres et des morceaux de tissu. Le cercueil fut scellé de 7 sceaux. Les funérailles furent célébrées à distance. Aucun prêtre ne s'approcha à moins de 3 mètres. Une rumeur se répandit dans le palais. Le corps n'a pas été accepté par la terre. Il est resté dans les appartements. Cela fut confirmé plus tard. L'un des domestiques, en nettoyant les restes de paille, trouva des empreintes de pieds sur le sol. Elles étaient couvertes de mucus. Il mourut le lendemain. 1 mois plus tard, un décret fut publié. Fermer l'aile sud, transférer les occupants, retirer les gardes. La pièce fut murée. Dans son journal, l'architecte écrivit « La pierre pleurait. Nous avons posé du plâtre, mais il moisissait. Nous avons installé des portes, mais elles pourrissaient. » 1 an plus tard, une chapelle fut construite à cet endroit. 2 mois plus tard, elle brûla, officiellement à cause de la foudre. Il ne reste qu'une seule ligne dans les chroniques du monastère. Elle était le corps du royaume, mais la chair a trahi l'âme, et le royaume s'est détourné. Cette ligne a été interdite. 7 ans plus tard, une petite fille née le jour de sa mort est décédée dans le même lit.